Juste un petit message pour vous dire que si vous allez voir Doctor Strange 2, que vous vous retrouvez dans une salle avec un type en blouse blanche qui vous demande de vous déshabiller, de vous tourner, de vous pencher, de tousser pendant qu'il est derrière vous avec ses petits doigts tout bizarres, là c'est que vous vous êtes trompé de ciné. Tout d'abord, je tiens à vous remercier à tous puisque nous venons de passer la barre des 40 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors je sais que c'est à prendre vraiment avec des pincettes, déjà parce que c'est un empire de poussière et de bandes passantes, c'est pas grand chose, et puis qu'il n'y a pas 40 000 vues par JT, mais on s'en fout de tout ça. Je tiens quand même à remercier tous les nouveaux arrivants à bord. Faites absolument comme chez vous, promis, on va sortir des formats un petit peu différents, mais voilà, il me faut un petit peu de temps. On peut fêter ça ce week-end à Thionville au festival Le Rayon Vert qui fête ses 10 ans. J'aurai l'honneur d'y être pour être le monsieur loyal. Il y aura une conférence sur Batman, il y aura la battle de dessin entre Bruno Bessadi et Sylvain Repos. À ne surtout pas louper, il y aura une table ronde sur les webtoons avec les frères Gris, Ulysse et Gaspard, ainsi que Sylvain. Il y aura un quiz avec des petits lots à gagner. Enfin bref, ne loupez pas ça. Ici, votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 347e JT Comics. Je sais pas ce qui se passe avec les Garfield en ce moment, mais ils pètent un petit peu tous des plans. Entre le rouquin mangeur de lasagne qui veut se mettre à racheter Twitter comme ça, et puis le brun, l'acteur qui décide justement de mettre sa carrière en pause. Mais où va le monde quand un acteur de talent comme celui-ci se retire et qu'en parallèle on nous annonce la sortie d'un film d'animation avec Kev Adams, en partie financé par la vente de NFT. J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut pas filer 2 gants de l'infini à ce type et qu'on en finit? Bon, en attendant, on va quand même nous mettre le doigt sur les news de la semaine. California Love. C'est la news insolite et affligeante de la semaine, mais le FBI vient de dévoiler le CV d'un Californien de 33 ans, gravement fracturé du bulbe, puisqu'il a envoyé, à l'époque où on a annoncé que John Kent, le fils de Clark et de Lois, était bisexuel, des menaces de mort à IGN et le journaliste, ainsi qu'à DC Comics, en leur disant « Je vais fusiller et faire péter vos locaux car vous discriminez, invisibilisez les conservateurs. Un bon démocrate est un démocrate mort. Je vous tuerai tous pour m'avoir discriminé, pour avoir réduit au silence mes critiques du grand projet radical homosexuel. » Encore un qui n'achètera pas le prochain best-of d'Elton John. Ou à moins que si, puisque ces gens ça ose tout. Il est jugé pour ça, d'ailleurs écrit au dictionnaire Merriam-Webster quand ils ont osé modifier la définition du mot fille. Il est très souple des adducteurs puisqu'il a menacé également un scénariste tenu anonyme par le FBI, mais on peut miser qu'il s'agit de Tom Taylor, de venir le tuer, puis le violer, et puis de tuer sa femme. Donc apparemment, violer un homme mort, ça fait pas de vous un nécrophile bisexuel. Ok, tout ça parce que, avec DC, ils ont défoncé, ruiné son Superman. Bon, évidemment, on parle d'une personne malade, surveillée en permanence par sa mère à cause de ses problèmes psychologiques. On lui interdit l'accès à des armes, et c'est pas plus mal. Et malheureusement, il faut bien que cette pauvre dame dorme, et c'est là qu'il se rend sur l'ordinateur pour aller faire une Amber Heard dans les boîtes mail de tous ceux qu'il déteste. Et quand même, je me dis que si un fan de Superman menace de venir tuer et violer des gens, heureusement qu'il n'était pas fan de carnage. Docteur Scandale. Si vous êtes dans la salle d'attente du Docteur Strange pour votre séance, n'ayez pas peur, cette news est garantie sans spoil, mais qui l'eût cru que ce film amènerait autant de scandales, à tel point qu'il a beau se vanter d'ouvrir les portes du grand multivers, il n'est même pas foutu de sortir dans tous les pays de notre propre terre, à commencer par l'Arabie Saoudite et ses 34 millions de spectateurs potentiels. Disney a refusé de couper 12 secondes qui gênaient l'Arabie Saoudite, dans laquelle on entend un personnage parler de ses 2 mamans. Et alors, l'Arabie Saoudite, c'est comme la manif pour tous, mais avec du pétrole en plus. Ça ne passe absolument pas. Bon, la dernière fois qu'on m'a emmerdé pour 12 secondes, c'est mon ex qui voulait rajouter, au contraire, au moins 5 minutes autour, sans compter la douche. Vous connaissez les femmes, on leur donne ça et puis elles veulent vous bouffer tout entier. Mais là où j'ai été plutôt surpris, c'est que Doctor Strange va également être interdit en Chine, alors qu'il fut un temps où Marvel essayait de draguer la Chine et ses 1,4 milliard d'habitants, et donc de spectateurs potentiels. Souvenez-vous de Iron Man 3 qui était fait en partenariat avec l'entreprise chinoise DMG. Mais là, ça ne va pas passer en Chine. Alors pourquoi? On ne nous le dit pas vraiment, mais certains soupçonnent que c'est en partie à cause de l'apparition, c'est très furtif, de la mention du journal The Epoch Times, qui est un journal qui a été fondé par des sino-américains, qui est plutôt de la mouvance d'extrême droite apparemment, et qui en plus est contre le parti communiste chinois. Si j'en crois la tendance, ils sont plutôt
pro-Trump, il s'arrange un petit peu avec la vérité, hein, plus que les autres journalistes, et puis il serait anti-gay, anti-lesbienne. Donc d'un côté on a un film interdit parce que justement il fait la promotion d'avoir deux mamans soi-disant, et de l'autre eh bien parce qu'il fait la promotion d'un journal qui lutte contre le fait qu'on puisse avoir deux mamans. Un grand écart, vraiment c'est Van Damme qui sponsorise ce JT. Et sinon pas besoin de partir à l'étranger, puisque l'une des actrices du premier Doctor Strange cette fois, Zara Pitian, est accusée elle et son mari d'avoir détourné une mineure de 13 ans pour avoir plusieurs relations sexuelles avec elle. C'était à l'époque leur professeur d'arts martiaux, donc tout ça pour dire, bon, il nie complètement en bloc, donc présomption d'innocence et c'est important, mais faites attention quand même où et avec qui vous faites traîner vos gosses. Et puis un scandale dans la diégèse cette fois avec Elizabeth Olsen qui en interview a déclaré à propos de ces trois mots iconiques, No More Mutants, plus de mutants, qu'elle a prononcé dans les comics, dans l'arc House of M, qu'elle adorerait les intégrer et les prononcer dans le cadre du Marvel Cinematic Universe, donc c'est un petit peu dommage quand même, puisqu'ils sont même pas encore là les mutants, qu'on parle déjà d'en décimer 90% d'entre eux, quasiment 1 million. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce Doctor Strange dans les commentaires, attention au spoil, il manquerait plus que Stephen Strange soit exactement comme dans les comics, et qui se tape par exemple une étudiante très très jeune venue lui demander des conseils pour finir sa thèse sur les sciences occultes, pour peu qu'il y soit allé sans cap de lévitation, il lui laisse un petit Shumagorat dans le ventre, c'est plus Doc Gynéco que Doctor Strange. Popcorn. Deux salles, deux ambiances, mais le grand mogul de l'univers cinématographique Marvel, Kevin Feige, annonce être revenu d'une retraite créative avec tous les grands pontes de Disney, de Marvel Studios, et qu'ils ont établi tous ensemble les 10 prochaines années du MCU. Alors pour certains, ça ressemble à une prolongation de peine, pour d'autres, il s'agit d'un tour de manège supplémentaire. Ne jamais oublier qu'entre les deux, il y a toujours une grande majorité de personnes qui s'en battent royalement les couilles. Je vous laisse me dire où vous êtes. C'est peut-être là qu'il a été décidé d'ailleurs du remplaçant de John Watts, qui décide de quitter le projet de la grande réinvention des 4 Fantastiques dans le cadre du MCU. Certains lui diront merci. Après Spider-Man, il dit qu'il en a marre de baigner dans les univers super héroïques. Et alors, on nous promet aussi de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de raconter des histoires, notamment avec un projet en 3D. Alors, soit Disney a racheté Haribo, ils vont intégrer les bonbons de la pub en 3D, la meilleure, à l'univers Marvel, quelque part entre les 4 Fantastiques et les X-Men. Soit je sais pas ce qu'ils vont faire. En attendant, chez Warner, on a pris la décision d'annuler le film Wonder Twins, ces deux personnages d'Hanna-Barbera qui pouvaient se transformer l'un en eau, l'autre en animal. C'est très utile dans le désert, à New York, je sais pas trop, mais pourquoi pas. En attendant, ils ont été intégrés à l'univers d'ici. La dernière grande intégration, c'est par Mark Russell dans une mini-série en 12 chapitres. Mais à la place, ils ont quand même officialisé le Batman 2, on s'en doutait, et puis avec 4,1 millions de téléspectateurs pour la première semaine d'exploitation sur HBO Max, c'était évident qu'ils n'allaient pas nous laisser comme ça. Pour rappel, la Snyder Cut, qui n'est pas sortie au ciné, n'a fait que 2,1 millions de téléspectateurs, elle. Ça ressemble quand même à un mauvais rituel satanique, puisqu'en même temps, ils nous annoncent, on dirait, le sacrifice de 2 séries, celle du CW-verse, à la fois Legends of Tomorrow qui va s'arrêter, mais aussi Batwoman. Alors Batwoman, j'ai l'impression qu'elle a traversé vent et marée, puisqu'elle a même survécu au changement de l'actrice principale. Puis chez les Indés, après Scott Pilgrim, c'est un autre comics de Brian Lee O'Malley qui va être adapté par Blake Lively au cinéma, s'appelle Seconds, et ça raconte l'histoire d'une chef cuistot qui va pouvoir corriger certains de ses mauvais choix à l'aide d'un petit carnet comme une Death Note et de champignons, champignons rouges, c'est le rêve de tous les toxicomanes, Mario y compris. Du pain sur la planche. Et dans le reste de l'actu purement comics, ça me fait presque de la peine pour Frank Miller que sa dernière grosse annonce ait fait autant de bruit qu'une discussion entre Medusa et Flèche Noire, mais il a annoncé quand même Frank Miller présente sa propre maison d'édition, et alors il veut qu'on le prenne au sérieux de suite, mais ses 2 premiers projets, ça sera une suite à Ronin, qui est un de ses chefs-d'œuvre dans lequel on sent qu'il fait la synthèse de ses influences à la fois de BD européennes et de manga, et puis avec sa base propre de comics, et aussi Sin City 1848 ou 58, je sais plus, les dates n'arrêtent pas de changer de toute façon, puisqu'il faut lui enlever sa machine à voyager dans le temps. À la base, il devait nous faire un Sin City dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale, là je préfère, puisque ça sera plutôt Sin City à l'époque western, donc c'est des durs à cuire, là on va en avoir besoin. Et puis on retrouve Dan Didio, qui a longtemps été le co-rédac-chef, le co-éditeur en chef de chez DC Comics avec Jim Lee, qui reprend ici son rôle pour Frank Miller Presents, et puis on aura aussi peut-être des nouvelles salves d'artistes qui seront annoncées prochainement. Puis chez DC,
Bleeding Cool rapporte une rumeur selon laquelle celui qu'on a toujours vu un petit peu énervé d'avoir eu un gros coup de barre, plusieurs même quand il s'est battu contre le Joker, Jason Todd deviendrait un Green Lantern, hein, j'espère un Red Lantern du coup, ça semble tout indiquer. Et ça ne serait pas juste le coup d'un one-shot ou de quelques comics, mais ça serait sur du moyen, voire du long terme. Et on continue dans la fracture, une double en plus, avec une plaie tout d'abord à découvert, un rouge pour le compte en banque, puisque la fracture s'élève à 87 €, mais c'est l'artbook de Gorillaz par Jamie Hewlett qui collabore avec plus de 40 artistes, et le peu de previews qu'on a vu c'est magnifique. Il y a Kim Jong-ji, il y a l'excellent Robert Vallée, donc bon, l'un dans l'autre, hein, c'est magnifique. Neal Adams. Je vous assure que le terme n'est pas galvaudé, nous avons perdu cette semaine une véritable légende des comics. Dire que Neal Adams n'était qu'un simple dessinateur, ça serait comme dire que Martin Luther King était juste un pasteur ou bien Gandhi un randonneur. Ah non, Neal Adams, c'est la preuve de ce que le travail et la volonté peuvent accomplir de plus beau. Il a 15-16 ans lorsqu'il sait absolument ce qu'il veut faire, travailler dans le monde du dessin, et malheureusement c'est à la fin des années 50, à l'heure où l'industrie des comics est à genoux et c'est très dur de s'y insérer, donc il est rebombé par DC. Il va finir par travailler chez Archie Comics. On reconnaît déjà son style très réaliste pour l'époque, hein, dans sa toute première planche qui est une sorte de fill-in, et puis ensuite il sait s'adapter au style d'Archie quand il fait du Archie pur, hein, du Riverdale pour ceux qui regardent la série. D'ailleurs on voit sur certaines planches qu'il y a déjà une forme d'ingéniosité, hein, qu'il mettra à profit après lorsqu'il travaille dans le comic strip plus pur, plus dur, et donc forcément il est repéré par des éditeurs de comics, dont Marvel, dont DC, hein, chez qui il va enfin travailler. Il a une idée très claire de ce qu'il veut faire, notamment pour le personnage de Batman. Alors au début on le met un petit peu sur les séries de côté, puis ensuite on l'associe avec Denny O'Neil, avec qui il fait de grandes choses. Il crée notamment le personnage de Ra's al Ghul, Talia al Ghul, le personnage de Man-Bat. Il fait revenir Batman à ses origines un peu plus justement réalistes, le Batman détective gothique. Sur la série qui associe Green Arrow et Green Lantern, ils parviennent à sortir des histoires un petit peu binaires pour faire de la véritable critique sociale, hein. Ils capturent l'esprit du temps et ils font des récits sur des problèmes de drogue, des problèmes de racisme ambiant. Ils travaillent aussi chez Marvel, où il laisse sa marque sur les Vengeurs, les 4 Fantastiques un peu plus récemment, mais aussi sur les X-Men, qu'il sort un petit peu de leur torpeur avec Roy Thomas, et donc on le connaît aussi parce que en plus d'être un grand artiste qui aurait pu profiter assez égoïstement de son succès, de son grand succès, eh bien non, il n'a jamais cessé d'être l'avocat des droits des artistes, hein, de pousser à ce que les artistes se syndiquent, à ce qu'ils aient des meilleures conditions de travail. Ça prend forme, ça, notamment quand il aide Jerry Siegel et Joe Shuster, les co-créateurs de Superman, à obtenir une meilleure rétribution et une meilleure reconnaissance pour avoir quand même co-créé la vache à lait en bleu et en rouge, vient de chez DC Comics. C'était un véritable passeur qui n'hésitait pas à conseiller les jeunes artistes qui venaient lui montrer leur travail. Il a notamment aidé le jeune Frank Miller alors qu'il était tout vert. Et pour la petite anecdote, lorsque Len Wein et Marv Wolfman viennent lui dire qu'ils se sont fait refuser un scénario par Julius Schwartz, qui est l'éditeur qui l'a embauché à lui chez DC, eh bien il demande à lire le scénar. Ça lui plaît, c'est quelque chose d'assez horrifique, d'assez psychédélique sur Batman, et il décide de dessiner cette histoire absolument gratuitement, puisque personne d'autre ne lui demande de le faire. Et donc il prend 1 an en plus de toutes ses autres missions à faire ça à côté, et puis il le repropose à Julius Schwartz, qui reconnaît, il sent la petite olive, il reconnaît l'histoire qu'il avait refusée, mais il n'est pas obtus, donc il accepte de la publier. Il lui dit juste: ne me refais plus jamais ça. C'est paru dans les pages du Detective Comics 408, et les 2 scénaristes disent que c'est sûrement grâce à cet acte de générosité, grâce à ce passage en force de Neal Adams, que leur carrière a explosé. Alors je ne vais pas vous citer tous les hommages des artistes à Neal Adams, parce que vous vous doutez de ce qu'ils disent, mais je vais plutôt vous citer Josh Adams, son fils, qui dit: on m'a souvent demandé ce que ça fait d'être le fils de Neal Adams, mais pour moi, ce n'était pas Neal Adams, c'était papa. Alors il explique ensuite, dans un long post, qu'il s'est posé plein de questions, qu'au fur et à mesure il a compris la stature de son père, et il a compris surtout que avec tous les artistes, tous les collègues, tous les fans avec qui il interagissait, il y avait un rapport paternel, donc il était un petit peu le papa de tout le monde, et il dit c'est ça la plus grande qualité de Neal Adams, d'être paternel, pas seulement mon père à moi, mais le père de tous ceux qui voulaient bien apprendre à le connaître, qu'il était généreux en temps, en argent, et ça on veut bien le croire, donc adieu l'artiste.
Lisez, cette semaine, entre deux préparatifs du festival de Thionville ce week-end, j'ai lu le second chapitre de la réinvention du Punisher par Jason Aaron, par Jesus Saiz et par Paul Zaceta. Donc ils en ont fait un assassin, un grand assassin de l'organisation des ninjas, des assassins à la main. Et aïe, on trébuche. Là, pour moi, on trébuche. Je vais pas spoiler pour l'instant, je vous dirai attention, mais... en gros, moi j'aime pas quand un scénariste vient insérer des retcons au forceps comme ça, et qu'il trouve un petit trou de souris, qu'il pense pouvoir s'insérer, donc hop. Et en fait, il casse tout, il chamboule tout, et il dénature assez grandement le personnage. Et là, c'est un petit peu ce que fait Jason Aaron, donc attention, je vais spoiler, je vous laisse le temps, 10 secondes, le temps d'admirer, parce que c'est quand même très très beau. Ces belles images, ces belles couvertures également. Et maintenant qu'on est entre nous, on peut se le dire, Jason Aaron réinvente carrément l'enfance de Frank Castle, et donc fait du jeune Punisher de 12 ans, un tout petit adolescent, un jeune sadique qui s'amuse à planter des couteaux dans des peluches, à faire absolument très très mal à ses camarades de classe. Et ça, je trouve ça ultra limite. Déjà, parce que ça a jamais trop, le peu de fois qu'on l'a vu enfant, il n'était pas spécialement comme ça, et ça vient contraster avec le fait qu'on pourrait croire à juste titre que c'est le Vietnam qui a déclenché en lui certaines choses, qui a déclenché en lui peut-être l'instinct de tuer, la volonté de tuer. Garcenis avait un petit peu fait allusion au fait que peut-être qu'il y avait quelque chose en lui qui était là avant, mais c'était un peu plus surnaturel et surtout beaucoup plus subtil. Là, il n'ose pas aller jusqu'à dire qu'il tue et qu'il torture des animaux, mais on n'est pas loin, puisqu'il ramasse les animaux qui sont déjà écrasés, pas par lui certes, mais au bord de la route. Bon voilà. Donc j'ai aussi regardé l'épisode 5 de Moon Knight et je me suis régalé. Moi j'aime beaucoup l'aspect théâtral, à savoir l'aspect très intime de la série, qui est portée par de très bons acteurs, un très bon acteur qui joue plusieurs personnages notamment, et donc Oscar Isaac, c'est fabuleux, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans Scenes from a Marriage, qui m'avait été conseillé par l'excellent Rebeu des Wabs. Puis mine de rien, je trouve que les nouvelles origines du trouble dissociatif de la personnalité de Mark Spector sont tout à fait satisfaisantes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me tarde déjà de voir le dernier épisode, et puis j'aimerais bien qu'il y ait une suite à ce personnage, qu'il ait une longue vie dans le MCU maintenant que les bases sont posées. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics, donc je vous remercie encore d'être aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où j'essaie de répondre à chacun d'entre vous, je vous lis tous, et également sur les réseaux sociaux où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté depuis 346 JT maintenant. Je vous fais de gros bisous, je vous donne rendez-vous pour ceux qui vivent dans le Grand Est, à Thionville, à Volcrange, au Festival du Rayon Vert, avec Bruno Bessadi, avec Sylvain Repos, avec Juniba, avec plein de monde ce week-end, et sinon, la semaine prochaine, pour des nouvelles toutes fraîches. Tout le monde a cru que cette photo montrait un test maquillage abandonné par David Ayer pour Jared Leto dans la Suicide Squad. Et non, en fait, c'est tout simplement l'état dans lequel tu ressors juste après avoir vu Morbius, et qu'une seule fois, même après 4 semaines de vacances.